Bonjour. Deuxième partie. Jean-Claude Fillou, l'inconscient. Dans l'obscurité de l'inconscient se produit une tentative ininterrompue du refoulé pour forcer la porte du conscient. Un compromis se constituera. La névrose est la remise en question d'un conflit anciennement résolu. Passage de l'inconscient au conscient. Incursion partielle, obsession, phobie, angoisse. Pour Janet, les névroses sont des troubles par déficit, par déficience. Freud fait appel à un dynamisme, à une lutte entre des tendances contraires, refoulement consommé. Les névroses en cours d'analyse ont tendance à raconter leurs rêves qui sont en rapport avec les conflits et les symptômes. Les rêves sont des messages de l'inconscient. Voie royale qui mène à la connaissance de l'inconscient. Les rêves sont la reproduction d'événements de l'état de veille. Ils répondent à nos préoccupations actuelles. Le sommeil nous emporte dans un monde étrange. Dormir, c'est se désintéresser du monde extérieur. Pour interpréter un rêve, faire associer le sujet et non une clé est une clé des songes. Double aspect du rêve, apparence et signification en distinguant le contenu manifeste et le contenu latent. Des désirs inconscients fermentent dans l'intimité de notre psychisme. L'incohérence apparente, la déformation des rêves s'explique par leur formation de compromis, émergence censurée de l'inconscient dans le conscient, désir resté inassouvi. Freud, le rêve représente la réalisation déguisée d'un désir refoulé. Le rêve est un accomplissement de désir. Le rêve ne crée rien, il se borne à imprimer une autre forme à des éléments sous-jacents. Le moteur en est une aspiration pulsionnelle inconsciente, fantasme onirique. Reste diurne, préoccupation, souvenir et dynamisme inconscient profond que Freud appelle désir. Un rêve est un projet ou un avertissement ayant reçu grâce à un désir inconscient, un mode d'expression ayant été transformé en vue de la réalisation de ce désir. Dans nos gestes quotidiens, l'inconscient agit sur les actes manqués. Lapsus, oubli, perte, les actes manqués. Irruption de l'inconscient dans le conscient. Le lapsus, à la place d'un mot, on en prononce un autre ou un mot hybride. Les fausses perceptions, fruit d'une substitution. L'oubli, phénomène passif, effacement dans la thèse classique. Freud apporte la notion d'oubli actif dû à l'existence d'inhibition. En un sens, toute la psychanalyse tourne autour de cette notion. Événements désagréables doivent, pour revivre sous forme de souvenirs, surmonter une résistance faite de contre-impulsions, oubli de noms propres, indifférence, hostilité associée à des expériences désagréables. La conduite de l'excuse, hypocrisie sociale par excellence. Les pulsions refoulées, une censure refuse le droit d'une représentation directe et consciente, conflit du moi et de la censure. Les pulsions sexuelles ou libido, souvenirs pathogènes d'événements intéressant leur vie sexuelle. Vie et désir intime. Ramenant à la vie précoce, aux premières années de l'enfance, conflits issus de la sexualité infantile. La fonction sexuelle se constitue petit à petit. La libido est la valeur dynamique des pulsions sexuelles avec des orientations incestueuses correspondant au complexe d'Oedipe. Concentration sur la mère des désirs sexuels et jalousie vis-à-vis du père. Le complexe de castration, crainte que le père exerce des représailles. Freud, l'enfant est un pervers polymorphe, caractère non unifié et amoral des tendances infantiles, sadiques, incestueuses et hostiles. Les pulsions refoulées conduisent à la névrose, névrose de transfert. L'hystérie ou l'énergie refoulée se convertit en symptômes somatiques, étant anxieux, angoisse, phobie, obsession. Les névroses narcissiques par régression de la libido. Le moi devient objet et le transfert ne peut s'effectuer. Interpréter un rêve se compare à la lecture de hiéroglyphes. Lire le contenu latent sous le contenu manifeste. Le contenu latent a plus de richesse. La pensée par image est pauvre par rapport à la pensée conceptuelle, binée.
On pense bien au-delà des images. Avec une pensée de 1000 francs, on a des images de 4 sous, le rêve. Phénomène de condensation. Les images se traduisent par une surdétermination. Un seul élément manifeste peut signifier plusieurs éléments latents. Le déplacement substitue à son objet propre un autre objet, mécanisme important qui préside au dynamisme de l'inconscient. Déplacement pour les désirs comme pour les aversions, déplacement vers un objet nouveau ou une tendance voisine. Sa tendance primitive se déplace dans une tendance ayant une certaine parenté. C'est une dramatisation pour passer dans un rêve. L'image se transforme en drame dans le contenu des rêves. Un auteur pense qu'il doit corriger dans un article un passage la nuit. Il se voit rabotant une pièce de bois. La dramatisation exerce une indifférence sélective. Un premier rêve peut servir d'introduction et le second est le rêve principal. Prudence dans l'interprétation. Symbolisme des rêves. Une chose en remplace une autre et revêt par accident une signification. Symbolisation des images cachées, moyen pour l'inconscient de ruser avec la censure. Le roi, la reine sera l'autorité parentale, l'enfant est le père géant ou les animaux puissants. La masculinité sera agressive, symbole d'instruments coupants ou tranchants. La féminité est passive, une matière creuse, un tunnel, une grotte, un bateau, l'araignée, imagination onirique de la mer terrible. Sa toile emprisonne les enfants, l'eau est la naissance, la mort est le départ. Il y a une certaine liberté dans le symbolisme, prudence dans l'interprétation. Un symbole isolé ne saurait fournir aucune clé pour pénétrer dans l'inconscient, auxiliaire de la méthode associative. Freud, la technique qui repose sur les symboles, ne remplace pas celle fondée sur l'association. Complexité des rapports existants entre inconscient et conscient dans le rêve. Le rêve n'est autre chose que l'effet du travail d'élaboration condensé, déplacé, dramatisé, transformé en un tout à peu près cohérent. Le rêve est la forme que le travail d'élaboration imprime aux idées latentes des désirs effectifs, se traduisent dans le contenu manifeste par des images contraires à la réalisation de ces désirs, censure. L'analyse associative en révélera son vrai sens. La psychanalyse devient la science de l'inconscience. Le mot esprit aussi a une signification résidant dans l'inconscient, obscène, agressif, cynique ou sceptique. Freud insiste sur la puissance de l'activité dans l'inconscient. Inconsciente est l'influence causale qu'elle exerce sur la conscience, l'en-soi du conscient. En ce qui concerne les pulsions, l'opposition entre conscient et inconscient est dénuée de sens. La censure obéissant au principe de réalité, principe du plaisir, sous influence extérieure et des interdits parentaux. L'appareil psychique, antichambre où se pressent les pulsions constituant la libido. L'angoisse, danger intérieur, le moi différent de l'angoisse extérieure, angoisse objective. Le moi réagit par l'angoisse, il est faible et peureux devant le surmoi, instance inconsciente. L'angoisse provoque le refoulement. Le ça est l'ensemble des pulsions primitives, éléments refoulés d'ordre sexuel ou agressif. Dualité de l'éros, pulsion sexuelle et autoconservation, et pulsion de la mort. Le surmoi représente la morale archaïque infantile. Il y a santé et équilibre psychique lorsqu'aucune situation conflictuelle tendant à se manifester par des symptômes névrotiques n'existe. Comportement, des aptitudes de comportement du moi. Sublimation des pulsions élémentaires comme facteur d'équilibre. Déplacement de cette énergie vers des buts socialement élevés. Trois sortes d'inconscients, le ça, une partie du moi et le surmoi, celle qui préside au mécanisme de défense. Théorie post-freudienne, Bleuler en 1906, Carl Gustav Jung, Simon Ferenczi, Jones, Abraham, Otto Rank, Steckel, Brill, Sack, le pasteur Pfizer, Theodor Reich, les dissidents Adler et Jung, puis Mélanie Klein et Jacques Lacan. Scission en 1907 avec Adler et les sentiments d'infériorité, volonté de puissance qui détermine le psychisme inconscient. Un individu compense ces différences par une série de processus psychiques inconscients. Principe de conservation, la vie mentale a une activité compensatrice. Nietzsche reprendra l'expression de volonté de puissance
Dès qu'il y a infériorité ou infériorité supposée, cette volonté de puissance se raccroche à d'autres éléments de façon à compenser l'infériorité. Le mobile secret de l'âme humaine, se faire valoir, est la source d'une inquiétude constante de notre valeur personnelle. L'être malingre cherche la domination sur ses semblables, rêve de son ambition ou monde imaginaire de sa mythomanie. Ses points faibles feront dépendre son style de vie dont l'objet est de masquer ses infériorités en donnant satisfaction à sa volonté de puissance. Lutte entre la tendance négative, sentiment d'infériorité, et une tendance positive, le vouloir être supérieur. Le tout vouloir est une recherche de compensation et un effort d'étouffer le sentiment d'infériorité. Pour Adler, c'est la peur d'affronter la vie et le désir de protection qui agit dans l'inconscient. Il est dominé par l'activité compensatrice, il est organisé par elle. Jung est l'inconscient collectif. Il introduit les notions d'introversion et d'extraversion. Pour Jung, c'est le besoin de domination. La libido est élargie à l'ensemble des instincts dominants, dont l'instinct de puissance, énergie instinctive, considérée dans sa faculté de transformation et d'évolution. L'objet père-mère est donc la force déterminante. L'introverti chez qui dominent les tendances du moi et l'extraverti chez qui dominent les tendances objectives ou objectales. Le premier se reconnaît à un caractère hésitant, méditatif et réservé, défensif, le second avec des manières prévenantes. Il se plie à toute situation, il se lance dans l'inconnu sans souci ni défiance. Jung pense qu'au plus profond de l'inconscient, il y a une zone non individuelle, la région de l'inconscient collectif, ces images ancestrales qui sommeillent dans les couches les plus profondes de l'inconscient. Jung les appelle archétypes qui alimentent les symboles esthétiques et religieux, âme collective historique. Chez Freud, il y a dans l'inconscient de chacun des éléments qui se trouvent dans tout inconscient, complexe d'Oedipe et de castration. Pour Freud, l'inconscient se forme dans l'enfance. Pour Jung, les archétypes sont hérités d'un inconscient ancestral qui préexisterait à notre naissance. Nous naissons nantis d'un inconscient collectif, créateur d'images héréditaires. Mélanie Klein, la dimension imaginaire. À partir d'analyses d'enfants, reconstitue le développement de l'univers intérieur du nourrisson dans le cadre de la dualité des pulsions libidinales et de la destruction. Fantasme inconscient du premier âge, l'imaginaire dans la vie de l'enfant. Le soin maternel comme premier objet de pulsion, le fantasme du sein comme objet, il est qualifié de bon lorsqu'il gratifie et de mauvais lorsqu'il refuse la nourriture et frustre, libidinale destruction. L'enfant ressent que le même objet, la mère, est source de gratification et de frustration et objet de ses tendances amoureuses et destructrices, période pré-oedipienne. Tous ces fantasmes persistent à l'âge adulte, à l'état d'inconscient. Clivage des bons et mauvais objets, source de désir et d'anxiété. Jacques Lacan est insolite pour redécouvrir le sens du discours freudien, référence à l'anthropologie structurale, la linguistique, la philosophie hegelienne. Sa thèse en médecine sur la psychose paranoïaque pose la question du moi et de l'imaginaire, 1932. Le stade du miroir. Entre 6 et 18 mois, l'enfant se voit dans le miroir, jubilation. L'enfant, dans un état d'impuissance, perçoit sa propre image et il anticipe imaginairement la maîtrise de son unité corporelle, noyau narcissique du sujet. Base de toutes les identifications ultérieures du sujet, inaugurant le rapport avec son propre corps, interrogation et fantasme. Le moi se constitue dans son caractère imaginaire. Il cherche dans le regard de l'autre une preuve de son existence, une réassurance, une reconnaissance, jeu d'échange qui ouvre sur la formation d'une image aliénante accédant à l'ordre symbolique. L'imaginaire n'est rien s'il ne peut être dit. L'imaginaire n'existe qu'en référence à l'ordre symbolique. Le primat est la clé de voûte de l'œuvre de Freud et centre de pensée de Lacan. Le rêve est fait d'une symbolique, d'une chaîne de signifiants. Il est un langage avec ses lois et ses mécanismes propres.
L'inconscient structuré comme un inconscient, condensation et déplacement constitue une véritable rhétorique de l'inconscient. La condensation est une substitution métaphorique, le déplacement une mythonymie, figure par laquelle on prend la cause pour l'effet, connexion d'un signifiant à un autre signifiant. L'inconscient, ça parle dans l'homme. Pour Ferdinand de Saussure, le plan de signifiant constitue le plan d'expression et celui des signifiés le plan du contenu. La signification est l'acte qui unit le signifiant et le signifié, acte dont le produit est le signe, cours de linguistique générale. Le signifié n'est pas une chose, mais une représentation psychique de la chose. Bœuf n'est pas l'animal, mais son image psychique. Lacan met en évidence la métaphore refoulante constitutive de l'inconscient, l'ancrage dans le monde symbolique. L'échange est basé sur d'autres lois que le besoin et fonde chez l'humain la culture. L'autre, ce lieu de l'autre, l'inconscient, du ça qui parle. Le discours de l'autre détermine et fonde la structure du désir. Le désir renvoie toujours à un manque. L'objet perdu ne peut être que signifié et non pas retrouvé. Pour que l'autre me fasse objet de mon désir, il faut qu'il me manque aussi, dimension de l'amour et aussi celle de la folie. Lacan la nomme métaphore paternelle, ou encore le nom du père, menace de castration formulée par la mère et de la constatation de différences de sexe. La mère apparaît comme l'objet du désir du père et c'est de ce fait qu'elle est interdite, fondatrice de la loi. Retour sacré au texte de Freud, à sa lettre et à son esprit. La psychanalyse dite appliquée dans ce champ des rêves réels dans la littérature. Les rêves inventés par un écrivain étaient susceptibles des mêmes interprétations que les rêves. Le psychisme inconscient s'exprime. Déplacement, condensation, symbolisation, comme le rêve une fonction signifiante. Les tragédies antiques projetaient des complexes qui hantent l'imagination humaine. Otto Rank rechercha les sujets des poètes et dramaturges. Le choix d'un thème désigne toujours l'écrivain et n'est jamais quelconque. Les poètes choisissent la situation oedipienne. En littérature, besoin d'attribuer au héros une seconde naissance plus noble que la première, mythologie. Laforde en 1929 sur Rousseau, Marie Bonaparte sur Edgar Poe, le nœud de la névrose de l'auteur donne à l'œuvre son unité. Hackett sur le lyrisme de Rimbaud et Porquet sur Verlaine, Gaston Bachelard aussi, Anzieux a étudié l'activité mentale de création dans l'art et de la littérature. Charles Baudouin expose en 1929 les buts et les procédés de la psychanalyse littéraire sur Victor Hugo, atteindre à travers une œuvre ses conditions inconscientes. Albert Béguin critique la psychanalyse de l'art. Gaston Bachelard jette les bases d'une critique psychanalytique dont le rôle est d'approcher l'œuvre selon son authenticité unifiée par tel complexe. Il conçoit un retour à l'œuvre pris qui le soustrait à la critique de Béguin. Bachelard étudie Lautréamont et enseigne à mieux comprendre une poésie déroutante et à sympathiser avec le complexe qu'il a suscité, complexe de la vie animale chez le poète, né d'une violence agressive, d'où une poésie nerveuse, essayant de retrouver en nous la vivacité qui sommeille. L'analyse des résonances inconscientes compte dans l'esprit les 4 éléments et met à jour les rêveries nées de l'inconscient en les qualifiant d'obstacles au savoir. Le feu fait naître des rêves et perpétue le merveilleux. Les matières parlent à l'inconscient. Unicité de l'imagination du feu. Complexe de Prométhée, d'Empédocle, de Novalis, d'Hoffmann. Un système de fidélité poétique cohérent. Pour Gaston Bachelard, né de l'inconscient, une création imaginative. Avec l'eau, Orphée, Charon, Nausicaa. Merci, fin de la deuxième partie.